Mayuri Campus, 107.6 sur Cayenne et partout dans le monde sur le www.mayuricampus.com. Là, grâce aux collègues allemands, aux botanistes notamment, qui ont fait des inventaires dans les arbres, ils faisaient un arbre tous les 20 mètres et ils évaluaient la diversité en espèces végétales qui poussent sur les arbres. Et avec cet inventaire-là, on a pu voir déjà que cette zone-là était la plus riche. Et de fait, d'un point de vue climatique, tous les matins, cette zone baigne dans le brouillard, à tel point que les gens ont qualifié cette zone de forêt à nuages de basse altitude, parce que d'habitude ce phénomène ne se produit qu'à 500 mètres d'altitude. Et là on a ce cas-là. Donc il y a eu ce premier inventaire, là c'était les collègues allemands de l'université d'Ulm, et ensuite il y a eu l'emplacement proprement dit des pylônes, ça c'est Pierre-Charles Dominique qui les a déterminés, et après il y a eu le montage des pylônes, qui a été fait pendant de l'ordre de 2 ans pour monter ces pylônes entièrement à la main. Hein. Il y a un petit film qui explique comment c'est monté. Ça a été monté exclusivement à la main avec une entreprise locale. Ces 3 pylônes couvrent quelle superficie? Alors ça fait, entre les 3 pylônes, il y a 1,5 hectare, mais en fait, comme on est sur des crêtes, ça fait une surface supérieure d'un peu plus de 2 hectares. Du fait qu'on est sur des crêtes et qu'il y a un creux, on gagne du terrain. Et les premières recherches seront diffusées quand? Est-ce que vous en avez une idée? Les premières recherches, on ne peut jamais savoir, hein, c'est toujours un peu hasardeux. Mais le premier travail qui va être fait, bien sûr, ça va être de faire l'inventaire de tous les arbres de cette zone, les identifier, recueillir le nombre d'espèces, etc. Ça va être le premier travail. Ensuite, ça va être un travail comme l'a expliqué Jérôme, hein, de mise en place de capteurs. Moi, je vais m'intéresser aux grenouilles arboricoles, bien sûr, hein, parce qu'il y a des grenouilles arboricoles, ça m'amuse d'aller voir ça. Je commence à vieillir, avec les cordes, c'est bien, mais c'est un peu plus dur. Là, ça sera beaucoup plus facile. Et puis après, ça va dépendre des gens qui seront intéressés à l'utiliser ou pas. Il y a quelque chose qui sera très intéressant à voir, c'est évidemment tout ce qui concerne la photosynthèse, les échanges gazeux. Hein. Jérôme Chave a expliqué qu'il y aura une tour à flux, donc on pourra faire des prélèvements en dehors de la tour à flux, mais à proximité. Ça, c'est quand même assez passionnant. Et puis, il y a surtout tout ce qui concerne des choses qui sont pratiquement impossibles à étudier, c'est tout ce qui est pollinisation des arbres de grande taille, quoi. Là, on va pouvoir, il y a des gens qui vont être suffisamment patients pour, de jour comme de nuit, regarder qu'est-ce qui vient polliniser telle ou telle espèce. Ça, c'est un peu la partie, moi, qui m'intéresse. Hein. Moi, je suis plutôt petite bestiole. Donc voilà, ça, c'est des exemples de recherches qu'on va pouvoir mettre en place. Alors nous sommes ici à la station des Nouragues. On vient donc d'inaugurer le COPAS qui va faciliter l'accès surtout des chercheurs ici, leur déplacement sur ce périmètre. On se trouve sur la commune de Régina dont vous êtes le maire. Est-ce que vous pouvez nous dire quel type d'association que vous pensez pouvoir mettre en place entre votre population, entre les habitants de Régina et les chercheurs qui vont être amenés à utiliser ce site? Alors je me rends bien compte que c'est la rencontre de 2 mondes. Vous avez ce monde, cet univers des chercheurs, où tout tourné vers l'excellence scientifique, et puis la quête de savoir, et puis nous avons notre monde, celui d'une collectivité locale, et que ces 2 mondes se tournent le dos bien souvent. Alors le défi, c'est tout de même de créer une coopération. Il faut nécessairement que ces 2 mondes se rencontrent. Alors le but d'aujourd'hui, au travers de cette manifestation qui est une inauguration, c'est augurer d'une nouvelle étape, d'une nouvelle phase dans la vie de ces 2 mondes, chercher à trouver les zones de rencontre, et ça, c'est ce à quoi nous nous attacherons. Est-ce que vous en avez trouvé déjà des zones de rencontre possibles entre peut-être le collège de Régina, je crois savoir qu'il y a un collège, et imaginer des visites sur le site, des stages, des choses comme ça, beaucoup plus concrètes peut-être? Alors, très
concrètement, je ne vais pas jouer dans le registre de l'improvisation parce que ce monde est sérieux tout de même, le monde de la recherche scientifique. Et ce que je mettrai en place très prochainement, c'est au niveau de la commune une structure tendant à initier un travail de coopération. Ça peut se faire à divers stades. On sait que nous avons sur Regina l'écomusée. L'écomusée, c'est ce lieu où se focalise la culture dans la commune. Alors il y a ça, vous avez cité le système scolaire avec la jeunesse. Je crois que ce sont des lieux où le monde, notre monde, celui de Regina, peut retrouver, à se lier avec le monde de la recherche scientifique. Donc ça fait 1,60 m de profondeur, 16 mètres de long, 6 mètres de large. 16 mètres de long, c'est-à-dire 16 mètres de long, c'est-à-dire que cet arbre il a poussé après, d'accord? Là le panier il est là-bas, il est là le panier, d'accord? Donc on a fait un énorme trou, on a monté le panier, qui est très lourd, avec des ferrailles qui étaient extrêmement lourdes. On a monté les embases des haubans, il y a trois niveaux de haubans par pylône. Et une fois qu'on a monté tout ça, on a rebouché, c'est-à-dire qu'au niveau des haubans, il n'y a pas 1 cm3 de béton. Et la végétation, vous le voyez, on est au-dessus du panier, la végétation a repris ses droits. On ne voit pas de béton, on ne voit pas... la nature a repris ses droits. C'est exceptionnel quand même. C'est tenu par quoi? Le poids de la terre. C'est le poids de la terre. Quand on a rebouché le panier, si vous voulez, c'est comme un bardage. Un bardage, il est plein le panier sur les côtés. Ouais. Et donc on a remis la terre à l'intérieur des paniers. Donc le volume de terre, il y a au moins 30 tonnes de terre là, au-dessus du panier. Et donc ces 30 tonnes de terre tiennent les haubans. Et donc ça nous a permis donc de monter les pylônes. Le seul béton qu'il y a, c'est au niveau de l'embase. Il y a 40 cm de béton au niveau de l'embase. Et en dessous du béton, il y a 60 cm de cailloux et de gravier. Mais le seul béton qu'il y a, c'est l'embase. L'idée de faire des massifs comme ça se fait habituellement, c'est des massifs qui soutiennent les structures comme ça, voilà, câbles, habituellement. C'est des massifs béton. Si vous voulez, la problématique, c'était d'amener du sable, du gravier, du ciment en pleine forêt. Donc pour éviter cela. Voilà, tout est en rotation hélicoptère. Donc pour éviter ça, on a choisi, enfin c'est le CNRS qui a choisi donc cette option de panier. Et je trouve que c'est exceptionnel. La forêt a repris ses droits. On ne voit pas du tout, vous voyez les ancrages des haubans, mais vous voyez pas d'impact au sol, pas de gêne pour la nature, ni quoi que ce soit. Ça c'est quand même exceptionnel. Et les trois pylônes sont montés, donc il y a 12 paniers, il y a 12 embases de haubans, quoi. Voilà. Et quelles ont été les grandes phases de la construction? Par quoi vous avez commencé? On a commencé déjà par le transport des marchandises, donc 240 tonnes à peu près de marchandises déplacées. Ça nécessitait environ 180 rotations d'hélicoptères et puis, je ne sais pas, une centaine de pirogues également. Tout le matériel pas très lourd, ça montait en pirogue. Le matériel au-dessus de 100 kg, ça montait en hélicoptère. Et ensuite, il y a eu des épisodes heureux qui nous ont vus progresser sur le chantier. Il y a eu des épisodes un petit peu plus malheureux, comme le décès de nos deux piroguiers, Capi et Domingo, qui ont malheureusement perdu la vie à cause d'orpailleurs qui voulaient nous voir quitter les lieux, quoi, hein. Très très clairement. Donc il y a eu des épisodes un petit peu plus malheureux. La première saison des pluies, on avait abandonné le chantier, on nous a tout pillé sur le chantier, donc on avait pillé l'appel mécanique, volé tout ce qu'il y avait dans les carbets, et donc ça nous a porté un préjudice énorme et retardé le déroulement des travaux, ce qui nous a obligés par la suite à reprendre les travaux sans interruption, c'est-à-dire que les 2 saisons des pluies qui ont suivi, on est resté sur le camp et on a continué à travailler, même en saison des pluies, ce qui n'était pas facile. Vous avez mobilisé combien d'hommes pour concrétiser ce projet? À cette époque-là, j'avais 8 salariés et c'était très très lourd à gérer parce que je les remplaçais. Donc j'en avais 4 sur place, j'en avais 4 à Cayenne qui se remplaçaient. Et voilà, ça a été un épisode de ma vie compliqué à gérer. Et sur le chantier, vous y restiez en moyenne combien de jours? Combien de semaines?
J'étais ici 365 jours sur 365, pas moi physiquement, mais mon équipe était ici 365 jours sur 365. Et moi, je venais régler les problèmes quand il y avait des problèmes. Et donc, voilà, j'étais là pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Non, du tout. Non, non, du tout. C'est un montage, c'est automonté en fait. On montait un élément, on montait, vous voyez, le balcon qu'il y a là-haut, la plateforme qu'il y a là-haut. Elle est montée au premier étage et on avait un système de treuil électrique. Et chaque fois, on montait le treuil d'un étage et on venait visser. Vous interposiez ah oui, donc c'est on venait visser. Vous travaillez. Voilà. Vous travaillez par le bas. Voilà, et voilà. Non pas en montant comme ça en fait. Voilà. Et en fait, plus astucieux. Oui. En fait, on avait un treuil qui permettait à la section suivante de monter. On la redescendait, on la vissait, on vissait l'échelle et on montait le balcon. Et on est monté comme ça sur 46 mètres. Bon, bien sûr, à partir de 6 mètres, il a fallu faire suivre les haubans, bien entendu, parce que dès qu'on a pris la hauteur, c'était compliqué. Et voilà. Mais c'était un plaisir que de travailler avec des singes qui venaient nous voir travailler autour de nous, avec des haras quand on était en haut qui venaient se poser à quelques mètres de nous. Voilà, ça a été, il y a eu des moments de plaisir que je ne revivrai sûrement jamais. C'est votre premier chantier de cette envergure? Le premier et le dernier. Non, moi je travaille sur le secteur des énergies renouvelables, plus particulièrement le photovoltaïque. Donc sur ce chantier-là, j'avais un petit peu des pieds. Jérôme Chave, vous êtes le responsable scientifique de la station des Nouragues. Est-ce que vous pouvez nous dire ce sur quoi vous travaillez actuellement à la station? Ah non, on peut rien dire là. C'est vraiment là. Non, c'est complètement confidentiel. Non, sérieusement, pour l'instant, on travaille sur des nouvelles techniques pour comprendre la biodiversité avec des méthodes en utilisant l'ADN. Et ça, c'est des techniques qui sont maintenant bien développées. Et grâce aux Nouragues, on a pu faire des choses nouvelles sur ces approches. Et donc, on étudie les forêts tropicales comme l'un des écosystèmes les plus importants qui va répondre au changement climatique et qui influe aussi sur les climats. Voilà, donc brièvement, c'est les deux grands thèmes d'études de la station des Nouragues. Dans le cadre de vos recherches, est-ce que vous allez utiliser le COPAS qu'on a inauguré aujourd'hui? Ah bah oui, complètement. Le COPAS, il a été créé pour explorer la biodiversité en haut, dans la canopée, ce qui est très difficile à atteindre par d'autres moyens. Donc on va étudier la biodiversité partout, du haut jusqu'en bas, du sol au plafond de la biodiversité. Et aussi pour les changements climatiques, on va installer des équipements vraiment de haute technologie sur le COPAS, à côté du COPAS et sur le COPAS, pour faire des suivis et pour s'assurer que voilà, ces forêts elles sont continuent dans un bon état dans le futur. C'est un outil que vous attendiez avec impatience, c'est un outil qui vous sera particulièrement utile? C'est un outil unique qu'on attend depuis longtemps parce que ça a une histoire très très longue. Ça a été lancé en 1997. Donc ça fait très longtemps qu'on l'attend. On avait lancé des projets de recherche déjà qui se fondaient sur le COPAS. Maintenant, on n'a pas pu les faire, mais on est vraiment prêt sur les starting blocks pour partir. Madame Annie Corval, vous étiez donc la responsable du CNRS il y a quelques temps de cela. Suite à cela, vous avez dirigé l'université. Qu'est-ce qui explique votre présence ici aujourd'hui à l'inauguration du COPAS sur la station des Nouragues? Oui, merci de me poser cette question. J'ai effectivement été responsable du CNRS Guyane pendant un peu plus de 4 ans et le projet de réalisation du COPAS, ce grand équipement d'accès à la canopée, était vraiment un projet d'importance dont je me suis saisie dès mon arrivée en 2010. Et vraiment, j'avais un petit peu le regret qu'il n'ait pas été terminé avant que je laisse ma place à la direction du CNRS Guyane. On espérait le terminer fin 2013. Et je pense que c'est vraiment un enjeu majeur pour la station des Nouragues et pour la Guyane en termes d'outils d'aide à la connaissance sur la biodiversité. Et donc mes collègues m'ont invité, mes prédécesseurs étaient là aussi et j'ai pensé que l'événement en valait vraiment la peine. Et je suis venue tout spécialement en Guyane depuis Atlanta où je suis en poste depuis un mois. Alors, on sait que vous avez passé la main à l'université. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut savoir exactement ce que vous faites ?
Alors j'ai effectivement passé la main à monsieur Richard Lagagné le 10 ou le 11 juillet et ensuite j'ai été nommée attachée scientifique à Atlanta, donc où je m'occupe de coopération scientifique entre la France et les États-Unis et pourquoi pas avec les acteurs de la Guyane. Vous avez évoqué lors de votre intervention la notion de médiation scientifique. Qu'entendez-vous par cette expression? Alors, la médiation scientifique, c'est en fait tisser du lien entre les chercheurs, les enseignants-chercheurs et les citoyens. C'est un enjeu absolument essentiel parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir des chercheurs qui sont dans des tours d'ivoire. Au contraire, on a des chercheurs qui vont au contact des citoyens, qui non seulement leur expliquent les grands enjeux de la science, leur expliquent les découvertes ou les travaux sur lesquels ils sont en train de travailler, et puis ils sont aussi à l'écoute des citoyens et plus généralement de l'ensemble de la société. La médiation scientifique, c'est vraiment un enjeu essentiel de la science du XXIe siècle. Est-ce qu'on pourrait imaginer des réunions de scientifiques qui se dérouleraient dans des quartiers populaires comme à Cayenne, à Kourou, justement pour essayer d'établir ce dialogue entre science et citoyens? Alors oui, donc ce dialogue science-citoyen, c'est un enjeu essentiel. S'il n'y a pas ce dialogue science et citoyen, ça veut dire que les citoyens n'ont pas confiance en la science. Et pour nous, c'est un enjeu vraiment fondamental. Donc oui, bien entendu, les scientifiques sont prêts à aller discuter dans les quartiers ou enfin, dans plein d'endroits de ce qu'ils font. Alors, il y a déjà eu plusieurs expériences comme ça, qui ont marché ou qui n'ont pas marché. Faut vraiment être très modeste dans la manière dont ça fonctionne. Mais il y a des exemples où ça marche très très bien. Par exemple, les scientifiques vont aujourd'hui beaucoup discuter du climat, expliquer pourquoi on parle de réchauffement climatique. Et ils sont capables aujourd'hui de faire ce travail de ce qu'on appelait avant de vulgarisation. Mais c'est un travail qui n'est pas à sens unique. C'est aussi un travail où on écoute aussi les préoccupations des citoyens et on essaye de regarder comment est-ce qu'on peut y répondre. Alors on remarque qu'il y a une carence de jeunes dans les filières scientifiques. Qu'est-ce qu'il faut? Faut-il mobiliser, sensibiliser, communiquer davantage, orienter davantage de jeunes dans ces filières? Alors, la science, c'est extraordinaire. C'est la découverte, c'est repousser les frontières de la connaissance. C'est quelque chose qui est absolument fabuleux. Et moi, quand je vois des jeunes et que je discute avec eux, j'ai toujours envie de leur dire que c'est le plus beau métier du monde parce que voilà, on découvre des choses qui sont fabuleuses. Alors maintenant, effectivement, oui, il y a une crise des vocations scientifiques. Alors pas forcément dans la recherche, mais simplement même dans le métier, autour de l'ingénierie, etc. Moi, j'ai deux réponses. Une première, d'abord, c'est le fait qu'il faut vraiment lutter contre l'anti-scientisme qu'il peut y avoir dans la société. C'est-à-dire des gens qui pensent qu'aujourd'hui, la science n'est plus utile au développement. C'est vraiment totalement faux. Ça a été le moteur de notre croissance et notre développement au cours de plein d'années et ça va continuer à l'être pendant très très longtemps. La deuxième chose, c'est qu'après, il faut aussi avoir une démarche très pragmatique sur l'orientation des étudiants, l'orientation des jeunes, leur montrer aussi que ce sont des filières qui sont extrêmement attractives pour les employeurs. Et en général, les gens qui ont une formation en sciences trouvent très facilement des emplois. Et ça, c'est vrai pour les formations très longues, je pense au doctorat, à bac plus 8, mais c'est aussi vrai pour des formations qui sont des formations courtes après le bac. Des gens qui aujourd'hui ont un BTS ou un DUT en sciences trouvent très facilement des emplois. Il y a une appétence très forte autour de ça.